Bonjour à tous, ça me fait plaisir que vous soyez nombreux parce qu'on avait ce petit problème de sortir un peu du cycle qui, moi, je me suis jamais ennuyé, ce qui est quand même pas mal. Hein, c'est pas... Et donc, je vous rappelle quand même qu'on a eu successivement Yves Dauge qui est venu nous parler de l'avenir des centres des villes moyennes. Si je retiens une idée, hein, comme disent les vieux de la pédagogie, en général, on ne retient, toutes les enquêtes sur la pédagogie montrent qu'on ne retient qu'une seule idée 3 ans après, voire 1/100 du topo. Donc pour moi, Yves Dauge, ce qui était très intéressant, qui a été un peu recoupé par Louis Gallois plus tard, c'est que pour cette question des villes moyennes, c'est fédérer des énergies autour d'un projet qui est la seule façon d'en sortir. Et moi j'ai beaucoup appris avec cette perspective-là par rapport à ces questions qui vont devenir des grandes questions d'avenir, c'est-à-dire l'avenir des villes moyennes. Poitvin et Berthière, qui ont parlé dans des registres assez différents de la question des architectes dans le développement du secteur privé en France et dans la régulation du privé et du public. Frédéric Bonnet, qui a fait un topo sur les villes européennes et l'avenir de l'espace public et comment trouver une nouvelle éthique ou un nouveau souffle de la profession. Ensuite, deux très beaux topos. Malheureusement, je n'ai pas pu être là pour les initiateurs des GR du Grand Paris Aix-Marseille, mais que je connaissais bien pour l'avoir pratiqué un peu. Mais par contre, je ne connais pas leur projet sur le Grand Paris, donc j'ai manqué ça, mais je crois que c'était très bien. Évidemment, la très spectaculaire conférence de la machine de François Delarosière. J'ai vu que vous aviez beaucoup fait de compte rendu sur cette conférence qui était très, très visuelle, mais en même temps qu'il y avait beaucoup de fond et de générosité, puisqu'après il est resté pendant 2 heures, il a discuté avec des étudiants d'un des masters. J'ai l'impression que j'en oublie un ou deux. Ah oui, Charlotte, passionnant. Enfin, moi, ça me tenait très à cœur de partager ces enseignements sur la question, sur laquelle évidemment on va revenir, et j'arrive à la présentation de Joao, sur la question de l'urbanisme et le logement de masse aujourd'hui dans les grandes métropoles, et en quoi ça peut intéresser des écoles d'architecture conscientes et organisées, comme on disait sous Lénine. Et puis Ang Chai Kiang, qui est l'ancien dean de plusieurs départements à Singapour, qui a parlé de la question du logement, qui reviendra beaucoup plus longuement sur toutes ces questions-là, puisqu'il est professeur invité par le campus au mois de mars. Et donc, il va faire plusieurs topos à la fois sur Singapour, mais à la fois aussi sur la Chine, et les questions, pas de l'urbanisme informel, les questions des urban villages, qui est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Donc il va revenir et il y aura une grande conférence-échange avec la très renommée Sassia Sassand qui va venir discuter de la dimension sociale des Global Cities, puisqu'elle a un peu renouvelé la perspective de la ville globale sur laquelle elle est connue pour avoir essayé d'initier cette affaire des villes globales il y a maintenant plus de 20 ans. Et donc, je suis très content que vous soyez là pour donc accueillir Joao Whittaker. Je ne suis pas sûr, même si on se connaît maintenant depuis plusieurs années, de prononcer toujours très bien ton nom. Joao, voilà. Qui ne va pas vous parler en brésilien, mais ni en anglais. Il parle excellemment le français. Il fait partie de cette génération de francophiles et francophones qui, pendant les années dures de l'Amérique du Sud, qui peut-être reviennent d'une certaine manière, peut-être il vous en dira un mot tout à l'heure. Donc une partie de sa famille a émigré en France, et comme à cette époque-là on recevait mieux les réfugiés politiques, et notamment d'Amérique du Sud, les liens sont restés très très forts avec toute une série de personnes, et même c'est passé à la génération suivante, puisque Joao est de la génération d'après. Donc il vient, il y a aussi, vous savez qu'en ce moment, il y a une exposition Lina Bobardi à l'école de Belleville, que je vous invite à aller voir, qui est magnifique, faite par une ancienne prof de l'école que nous n'avons pas réussi à garder malheureusement, et qui s'est beaucoup investie alors qu'elle ne connaissait pas du tout cet architecte, et qui a trouvé beaucoup de moyens et d'intelligence pour refaire des très grandes maquettes. Donc je vous invite absolument à aller à
à l'école de Belleville. Allez voir ça. Et il y aura un débat au pavillon du Brésil. Je crois qu'un certain nombre d'entre vous, mais c'est plutôt en deuxième année, c'est ça, Luc, travaillent dans un programme commun avec Belleville sur des problèmes d'habitat au Brésil. Et il y aura un débat au pavillon du Brésil avec Joao, avec Guillaume Wisnik, qui est un grand historien de l'architecture, avec Philippe Paneret, sur les architectes modernistes et l'angle mort des villes et du logement social et des favelas. Comment les grands Mendes da Roca, Niemeyer, Paolo Bovardi, qui sont très connus pour des très grands équipements, mais est-ce qu'ils ont pourquoi finalement n'ont-ils pas travaillé autant que leur talent leur est permis sur des questions urbaines ou des questions du logement de masse. Donc on va essayer de discuter ça avec ces messieurs qui en savent beaucoup plus long que moi, même si je suis allé maintenant grâce à l'école 3 ou 4 fois ces dernières années. Voilà. J'étais un peu long, mais parce que ça me faisait plaisir d'échanger avec vous d'échanger à sens unique sur ce cycle. Donc Joao, il a un parcours très particulier, très complet, puisqu'il a fait des études d'économie, des études politiques et des études d'architecture, qu'il est maintenant responsable de l'école doctorale de la FAU. La FAU est une extraordinaire vaisseau de béton à côté de laquelle l'école de Marne est un petit pavillon de banlieue. Donc c'est une nef avec une rampe large comme la salle qui fait toute la vie de cette gigantesque, bien plus qu'un atrium, que tous les atriums que nous voyons dans le campus, une salle publique en fait, dans lequel d'ailleurs, comme c'est un grand tribun, il a plusieurs fois pris la parole dans les grands débats qui animent ces universités. Et donc, il a eu des responsabilités politiques, puisque dans la dernière période, il a été secrétaire d'État au logement auprès du maire de Sao Paulo, jusqu'aux dernières élections, et qu'un autre cycle est commencé pour la ville de Sao Paulo. Voilà. Eh bien, on le reverra aussi dans le Master Métropole, et puis donc au pavillon du Brésil, et puis je ne sais pas, il y a encore une ou deux interventions, puisqu'il est invité pendant un mois par l'école d'architecture. Merci. Alors, bonjour, bon après-midi. D'abord, merci pour cette présence nombreuse. Je sais que, comme l'a dit David, c'est hors cycle, donc j'en suis encore plus remercié que vous ayez pu venir et vous intéresser un peu à ce que je vais vous raconter sur une réalité complètement différente, mais qui, en fin de compte, on en parlait tout à l'heure, elle se rapproche de plus en plus, malheureusement peut-être, parce qu'elle se rapproche. Le monde se rapproche de plus en plus par ses inégalités. Et il devient égal par ces inégalités et en fait, beaucoup de choses que l'on voit au Brésil commencent à apparaître ici de plus en plus fréquemment. Alors, donc merci de votre présence, merci David, merci de l'invitation. C'est un grand plaisir d'être là ce mois-ci avec vous. Alors, comme on m'avait proposé, j'ai vu que le cycle... Alors je fais concurrence avec des grandes, vous avez quand même des grandes conférences, là j'espère que je serai à la hauteur, mais j'ai vu que, je ne sais pas si toutes les leçons ont eu ce titre-là, faire de la politique pour la ville, mais en tout cas la mienne elle avait ce titre-là, donc ça m'a bien intéressé, parce que je pense que c'est lié la question de la politique, pas dans le sens de la politique partidaire, mais dans le sens de la politique publique, hein, la formulation des politiques et de la question du territoire. C'est une compréhension essentielle qu'il faut avoir, ça veut dire l'idée que l'on ne peut pas intervenir sur le territoire, ou on peut très difficilement intervenir sur le territoire, si ce n'est que par des politiques publiques bien réfléchies, etc. Et je vais vous montrer que ça paraît assez évident. Ici en France, peut-être plus, mais ce n'est pas tellement évident quand on parle du Brésil. Alors, moi, je vais vous parler plus spécifiquement de ce titre qui est les politiques publiques face à l'urgence des urbanismes informels. Parce que, comme l'a dit David, j'ai été confronté à une situation qui en fait est une situation assez intéressante parce que pour vous, hein, qui faites de l'archi, parce que moi j'étais prof à l'université, prof d'architecture et d'urbanisme, donc je travaillais sur les questions du logement, du territoire, et du jour au lendemain, on m'a invité d'assumer un poste qui était un poste de faire de la politique pour la ville, de la politique de logement, en tant qu'architecte. Donc c'est un thème qui peut nous tomber dessus aux architectes et pour lequel du jour au lendemain il faut faire face. Donc on est souvent très fort pour créer des théories, pour en parler, pour dire un peu ce qu'il faut faire ici, ce qu'il faut faire là, mais c'est tout autre chose que d'y être confronté dans le réel. Ça veut dire, bon, maintenant vous en parlez beaucoup, faites-le quoi.
Et c'est une expérience assez impressionnante, assez intéressante, surtout dans le contexte des pays sous-développés et du Brésil, où la formalité, elle est très importante. Donc je vais vous raconter un peu de cette expérience. Bien sûr que c'est très rapide, je vais passer en survol, parce qu'il n'y a pas le temps de faire de grands approfondissements, mais je pense que c'est suffisant pour que vous ayez une idée un peu de comment peuvent les architectes aussi travailler dans des domaines assez différents, toujours dans le domaine de l'architecture, de l'intervention sur le territoire. Alors, d'abord, il faut savoir, et ça c'est très important pour commencer, qu'au Brésil, on a un autre rapport à l'État et au rôle de l'État. Ici en France, on est très habitué quand même si quand je dis ça ici, les gens disent non, bien sûr que non, c'est chaque fois pire. L'État, chaque fois moins d'emprise, il est chaque fois plus dominé par les intérêts privés, etc. etc. Mais par rapport à des pays qui n'ont pas la tradition de l'État-providence comme le Brésil, il faut comprendre que c'est très différent. Ça veut dire ici, on a encore, même sur toutes les grosses opérations urbaines, territoriales, même si l'influence du secteur de l'immobilier, du secteur privé, elle peut être très forte et souvent plus forte que l'on le voudrait, il y a encore un côté d'une décision politique, d'une décision de politique publique. Ça veut dire il y a l'État qui est par derrière, qui dit on va faire ça, on va faire le Grand Paris, on va faire ceci, on va faire l'aménagement de tel endroit. Il y a une décision publique. Alors que l'urbanisation des pays sous-développés, en toute l'Amérique latine, mais dans beaucoup de pays sous-développés en dehors d'Amérique latine aussi, elle est un peu différente. Ça veut dire l'État, il n'a pas ce rapport d'être en avance, d'être celui qui fait la proposition de l'occupation du territoire. Il est plutôt un peu en retard, en amont, a posteriori, à essayer d'arranger les choses après que l'emprise du marché privé, des entrepreneurs du privé, a été faite sur le territoire. Ça veut dire on a au Brésil toujours la même logique de construction des villes. Toutes les villes brésiliennes et toutes les villes d'Amérique latine sont un peu comme ça, où on a au début du XXe siècle un petit noyau de gens très riches qui s'installent, avec beaucoup d'infrastructures de voiries, etc., de ponts qui est le en rose, et souvent un axe où les gens les plus riches, les élites, vont se décaler pendant le temps par rapport au fait que le centre devient trop populaire, qu'ils s'intéressent dans d'autres endroits de la ville, etc. Et avec le temps, donc, les politiques publiques, elles suivent ces élites et donc elles vont concentrer tous les investissements en infrastructure dans ce même secteur. Alors, si je vous montre, j'ai pas pris ça aujourd'hui parce que c'est une autre thématique, mais en fin de compte, on a des villes qui sont très inégales parce qu'on a des secteurs très 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 modernes et avec beaucoup d'investissements. Et en général, une classe moyenne qui sert cette ville, qui se développe petit à petit avec moins d'infrastructures. Alors que les pauvres, eux, ils sont toujours repoussés un peu en dehors de tout ça. Mais les plus pauvres, ils sont très importants parce que c'est eux qui travaillent pour que cette ville fonctionne. Donc on a des villes qui sont très divisées et on a des villes où les investissements en métro, en autobus, en pont, en voirie, en école, en tout ce que vous voulez, sont très concentrés dans une seule partie de la ville. Donc on a des villes très inégales, avec toujours une masse de pauvres qui vit autour, qui se confrontent au problème des situations environnementalement fragiles, voilà, et des villes de l'apartheid. Pour que vous ayez une idée, à São Paulo, les personnes qui vivent ici, elles ont une espérance de vie de 77 ans, alors que, de 77 ans, alors que les personnes qui vivent dans cette partie-là ont une espérance de vie de 54 ans. Donc on en arrive à ce genre de différence. Il y a une différence de 3 degrés en moyenne dans la température en moyenne de l'année, parce qu'ici il y a plus de lois d'arborisation que là. Donc ici il fait beaucoup plus chaud que là. Il y a des différences qui sont assez impressionnantes, et bon, surtout, il y a moins de 10% de pauvres et de noirs qui habitent ici, alors que ici c'est pratiquement 70% des gens sont pauvres et noirs. Ça veut dire qu'il y a un espèce d'apartheid racial, social, qui est très fort. Donc il faut comprendre que l'État au Brésil, il a toujours été vu d'une autre manière, parce que l'État, il a toujours suivi les intérêts des élites. On appelle les sociologues brésiliens, il y a toute une école de la sociologie, plein d'auteurs qu'après je peux vous passer, qui travaillent la question de la société patrimoniale, où il y a toujours, ça veut dire l'État, c'est plutôt un instrument qui sert aux intérêts des groupes dominants, où la question légale et illégale, elle est très floue, parce que cela permet d'occuper le territoire de la manière que l'on veut pour nos propres intérêts.
Alors donc, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui est illégal? Est-ce que c'est illégal, par exemple, d'occuper les plages, les bords d'eau de plages dans le nord-est du Brésil? Mais si on y va, on va voir qu'il y a plein d'hôtels, plein de resorts, etc. Alors est-ce qu'ils peuvent, est-ce qu'ils ne peuvent pas? Non, ils ne peuvent pas, mais en fin de compte, on se débrouille, on laisse, etc. Donc cette division très floue entre ce qui est légal et illégal dépend de la décision de ceux qui sont dans le public et qui font une espèce de public pour quelques-uns, qui se servent de l'État pour servir les intérêts dominants. Donc, dans le conflit permanent, qui est le conflit de toutes les villes, entre la ville comme ville d'usage et la ville comme ville de valeur d'échange, ça veut dire entre le marché et ceux qui habitent, on a des conflits souvent entre le marché immobilier et les gens très riches, donc les quartiers très riches, et là il y a des conflits parce que tout le monde a beaucoup de pouvoir. Mais en général, on a un conflit entre le marché et la ville comme valeur d'échange et les habitants très pauvres qui, eux, sont toujours repoussés un peu vers les périphéries. Alors, cette réalité je l'ai passée en 3 minutes, théoriquement, pour que vous ayez une idée de ce que je vais parler, elle se donne dans une ville qui a 22 millions d'habitants dans sa région métropolitaine. Donc ici, il y a 100 km entre la ville de Santos, c'est le plus grand port du Brésil, et la ville de São Paulo. Donc ça, c'est la région métropolitaine de São Paulo, avec 22 millions d'habitants. Et là où c'est un peu plus sombre, c'est là où il y a plus de densité, c'est la municipalité de São Paulo, qui, elle, a 12 millions d'habitants. Donc on parle d'une ville qui a quand même un tiers de plus que tout le Portugal, dont le PNB est équivalent ou même supérieur à celui de l'Uruguay, qui a le même un peu moins d'habitants que le Chili, mais la région métropolitaine a le même nombre d'habitants que le Chili tout entier. On parle d'une ville qui a le 3e budget du Brésil. Il y a le budget du Brésil, ensuite il y a le budget de l'État de São Paulo, qui est grand, et ensuite il y a le budget de la ville de São Paulo, qui est un budget qui tourne autour de 20 milliards d'euros par an. 20 milliards, voilà, billions, ouais, 20 milliards d'euros par an. Voilà, donc ça donne ça c'est une toute petite partie de la ville, mais ça vous donne un peu une idée des échelles sur lesquelles on est en train de parler. Donc, quand on vous dit, voilà, faites de la politique de territoire, faites de la politique d'urbanisation, d'aménagement de terrain, là. Voilà, c'est ça la réalité. Et c'est donc des villes où la confrontation entre la richesse et la pauvreté, elle est permanente. Et elle est très forte. Les gens pensent que ça, c'est une photo qui est devenue assez connue, que c'est un montage, mais ça, c'est à côté de l'université de São Paulo, c'est un immeuble assez connu. Quand on est dans la rue, on ne le voit pas, parce que là, c'est vu d'hélicoptère, donc on ne se rend pas compte qu'il y a des piscines comme ça. Quand on a vu la photo, c'est assez impressionnant, mais évidemment que les gens qui vivent ici, ils travaillent pour ces gens-là. Soit comme employés, ce qu'on appelle au Brésil, c'est très, très bien. Les noms, on voit bien les relations. On dit employés domestiques. Donc, c'est les employés domestiques qui travaillent dans les maisons des riches, qui travaillent dans les jardins, etc., et qui vivent dans ces conditions-là. Alors, ce que je vous disais entre l'emprise du marché sur la valeur d'usage, c'est-à-dire ceux qui utilisent la ville, bon, bien sûr, ici, il y a une confrontation très forte. Ici, elle est un peu moindre, mais l'on voit très bien, comme c'est très libéral, ça veut dire comme il y a très peu de régulation et de règles pour empêcher le marché d'avancer sur des quartiers anciens, ici des quartiers de classe moyenne, de la ville de São Paulo, mais où on voit qu'il y a une avancée très forte et sans aucun critère, en fait, du marché immobilier, de la construction. Très peu de participation des architectes, parce qu'en fait, ça, c'est des constructions du marché immobilier qui a un ingénieur ou un architecte qu'il a pris depuis la fac en stage et qui lui signe tous les mêmes projets partout dans la ville. Donc il y a très peu de participation d'architectes dans ce genre de production. Alors, ça vient d'une formation quand même tout le long du XXe siècle. On a une croissance économique et industrielle très accélérée. Le Brésil a été le pays qui a le plus grandi économiquement dans les années 60-70, dans un modèle de concentration de la richesse qu'après on peut expliquer économiquement pourquoi elle a raison d'être comme ça, mais surtout en fonction du maintien du main-d'œuvre de bon marché, un peu comme la Chine fait aujourd'hui. Beaucoup de croissance économique grâce à une réserve de main-d'œuvre bon marché. Une inaction de l'État est associée à un manque d'offres de logement et un marché foncier immobilier complètement libéré, très agressif, qui expulse les plus pauvres. Alors quand on met ensemble tous ces ingrédients, on a une explosion de l'informalité foncière urbaine
et de la ségrégation spatiale, ce qui veut dire une explosion des favelas, des lotissements clandestins, des cortiços. Les favelas, c'est les bidonvilles, c'est très ressemblant, hein. Si on est technicien, on sait reconnaître. Mais bon, ça, c'est des lotissements qui sont faits en tant que lotissements, alors que les favelas, c'est des occupations désordonnées, en général beaucoup plus denses. D'accord ? Et les taudis dans les régions centrales des villes. Alors, on a eu jusqu'aux années 80 des politiques pour l'habitat précaire qui étaient l'éradication. Ça veut dire, si on avait des favelas, si on avait des choses précaires dans la ville plus riche, tout simplement, on passait le bulldozer dessus, comme cette photo des années 80. On arrive, on enlève tout le monde, on leur dit de partir et on augmente la ville informelle qui devient très chère du point de vue économique, du point de vue social, du point de vue environnemental, parce qu'on déploie la ville et ça force à investir, si jamais quelqu'un veut le faire, parce qu'ils ne le font même pas, mais investir dans les infrastructures pour aller très loin. Ça devient des villes qui s'éparpillent dans tous les sens. Enfin, donc, on a une expulsion vers les périphéries à cause de la croissance très rapide des quartiers pauvres et une généralisation de l'illégalité foncière. Ça veut dire que quand on se retrouve devant le défi, alors il y a un jour un maire qui vous dit « Bon, vous êtes architecte, voilà, je voudrais que vous vous occupiez des politiques de logement. » Et les politiques de logement, c'est à peu près ça. Ça veut dire qu'il faut donner des maisons à São Paulo autour de 1 million de personnes, de familles, hein. Ça veut dire autour de 3,5 millions de personnes à peu près. Alors, on est au Brésil, 40% de la population des grandes villes vit dans l'informalité. On a un déficit total de logements de 5 millions et 1 million seulement dans la ville de São Paulo. Hein. Alors donc, on a une situation de précarisation qui, dans tous les pays du tiers-monde, est devenue une règle plutôt qu'une exception. Ça veut dire, ça, c'est une photo qui pourrait être de n'importe où au Brésil. C'est même pas une photo de São Paulo, c'est une photo de Salvador, de Bahia, mais j'en ai plein de São Paulo qui sont très ressemblantes. Normalement, je les mets les unes à côté des autres pour montrer qu'à la rigueur, on ne reconnaît plus une ville par ses caractéristiques parce qu'elles sont toutes ressemblantes, elles ressemblent à ça. Alors, c'est un pays de contrastes urbains très forts. Et ce qui nous fait dire que, normalement, un architecte qui assume des positions politiques, ça veut dire de faire des politiques de logement, des politiques d'urbanisation, il devrait tout de suite se confronter à cette situation et essayer de résoudre cette situation. Mais là, on parle d'une confrontation politique. Parce que pour résoudre ce problème-là, il faut se confronter à l'occupation, à l'appropriation du sol de valeur élevée. Ça veut dire là où le marché immobilier fait des affaires. Et personne n'est très intéressé que l'on mette des gens pauvres à vivre avec les gens riches dans les quartiers plus riches, dans les endroits où le sol ou le foncier est très cher. Donc faire de la politique pour la ville au Brésil signifie prendre un parti politique très fort et signifie se confronter à des intérêts très forts. Donc c'est très difficile parce que dire aux gens on va faire des logements sociaux dans des quartiers un peu plus riches, eh ben, ça vous met dans une situation de très 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 forte pression politique. La preuve, c'est qu'on a perdu les élections. Bon, c'est vrai qu'il y a une espèce de vague de droite, de conservatrice au Brésil comme aux États-Unis. Le maire qui a été élu après nous, c'est une espèce de mini-Trump, parce que c'est lui qui avait l'émission de Trump au Brésil. D'ailleurs, c'est un milliardaire qui présentait l'émission de Trump au Brésil, la You Are Fired. Donc c'est vraiment un mini-Trump. Et lui, il a gagné un peu sur un discours en disant bon, on en a marre de ces gens qui viennent essayer de résoudre ces problèmes de la ville. Lui, il veut une ville tournée vers les plus riches. Il veut une ville où il n'y ait pas de limitation de vitesse pour les voitures, parce que les gens qui ont des voitures, il faut qu'ils aillent vite. Il veut une ville où il n'y ait pas de production de logements pour les plus pauvres. Voilà. Donc, la question quand on est face à ce genre de défi, en tant qu'architecte, toujours, c'est d'essayer d'identifier le déficit de logement et ses différentes caractéristiques. Parce qu'une des questions principales, et ça c'est quelque chose qui commence à être de plus en plus fréquent en France, c'est la diversité des problématiques de logement qui ne peut être, disons, confrontée que par une diversité de politiques de logement. On ne peut pas résoudre les questions de logement avec une seule politique, avec une seule solution. Et là, on va parler un peu du modernisme dans la semaine prochaine. Un peu cette idée qui était très forte à l'époque des projets modernes de grands ensembles, vous connaissez ça ici en France, ça fait partie de l'histoire, qui résout avec des grandes quantités. Ça marche pas tellement bien parce qu'on a des réalités qui sont très très différentes. Entre des favelas qui sont des lotissements irréguliers ou des favelas qui sont dans des situations consolidées, ça veut dire qu'ils sont là depuis 40-50 ans, où les gens habitent là très bien, sauf qu'ils habitent très précairement, mais c'est très bien. Il suffirait de leur donner de la qualité urbaine
pour qu'ils soient bien, ils habitent bien. Ou alors des gens qui sont vraiment dans des situations précaires, c'est-à-dire sans assainissement. Par exemple, une ville comme São Paulo, qui est quand même la 8e, 9e économie du monde, donc c'est très riche, elle a 90% de captation d'assainissement, mais elle n'a que 36% de traitement de cet assainissement. C'est-à-dire le reste, presque 70%, vont directement dans les rivières. Donc c'est de ça qu'on parle, c'est des situations de précarité très fortes. Et il y a souvent des situations où il y a un besoin d'éviction. Pourquoi je mets éviction ? Parce que c'est toujours très violent, mais c'est des gens qui vivent dans des situations où il faut qu'ils se partent de là. Parce que s'ils restent là, ils ont un risque de vie. Mais on parle à des familles vous ne pouvez pas rester là. Mais où est-ce qu'on va ? Parce que l'État n'est pas capable de produire 1 million de logements du jour au lendemain. Donc vous voyez les situations de conflit que cela pose. Ensuite, on a des grands ensembles qui ont été faits dans les années 60, 70, 80, qui sont en très mauvais état et qui donc deviennent eux-mêmes un peu des espèces de presque favelas. On a les taudis qui sont généralisés dans les centres-villes et la population en situation de rust, qu'on appelle comme ça au Brésil, ça veut dire les gens sans logis, et qui, à São Paulo, sont autour de 15 000 à peu près dans les rues. Alors, tout ça, ça nous fait des situations très impactantes. Hein. Ça, c'est des photos que j'ai moi-même pris quand j'étais secrétaire au logement. C'est-à-dire, c'est des situations que j'ai dû me confronter. On arrive un matin et on dit, voilà, il a pris feu dans une favela. Et là, je vais vous raconter une petite anecdote intéressante, c'est que dans ce cas-là spécifiquement, le feu, il avait été provoqué par les secteurs du crime organisé qui voulaient que je leur donne des bourses de logement. Et donc, il fallait qu'ils aient beaucoup de monde qui soit soi-disant délogé par un incendie, parce que les bourses de logement que je leur donnerais, ils allaient les passer aux familles de leurs camarades qui étaient en prison. Et donc, ils mettaient le feu. Alors, comment on sait qu'ils ont mis le feu ? Parce qu'on arrive le jour suivant, d'abord, il n'y a pas de mort, ce qui est bien d'un côté, mais il n'y a pas de frigo, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de canapé, il n'y a rien. Donc, tout était vide, apparemment. Et là, on se rend compte que... Et puis, c'est dans une période où il nous avait dit 30 fois, mais vous savez, il risque de prendre feu là-bas, il faut faire quelque chose. Donc, on se rend compte de ces choses-là. Mais voilà, ça a été un éboulement. Par contre, là, il y avait des gens. Heureusement, ici, il n'y a personne qui est décédé. Mais vous vous rendez compte que c'est des situations très précaires où les maisons, quand il pleut beaucoup, pays tropical, et ben, il y a des éboulements comme celui que vous êtes en train de voir là. Là, c'est une photo, je l'ai prise, j'étais là pour voir. Bon, voilà, c'est très, très, très triste. Et donc, 15 000 personnes qui habitent directement dans les rues. Alors, je vous parlais des grands ensembles qui sont favelisés, c'est ça. Ici, on a un ensemble des années 70-80, fin des années 70. Donc, il devient de plus en plus précaire. Il est entouré d'une ville qui s'est aussi précarisée. Donc, on se retrouve dans des situations, il faut faire des politiques d'amélioration de ça et de résolution de ça. Enfin, c'est pas du tout facile. Voilà, c'est pour montrer un peu différentes situations de la ville. C'est une ville énorme, donc on peut aller très loin, on peut aller en exil de périphérie. Alors pour arriver par exemple ici, par rapport au centre de la ville de São Paulo en voiture, là on mettait 2 heures, 2 heures et demie pour y arriver en voiture. Donc vous imaginez les gens qui sont ici, là que vous voyez, ils travaillent en général en centre-ville, donc ils mettent souvent 3 heures et demie pour aller, 3 heures et demie pour revenir, ce qui leur fait 7 heures par jour dans le bus. De 5 à 7 heures par jour dans le bus. Donc, pour une journée de travail qui est de 8 heures. Ça veut dire qu'ils partent de chez eux vers 4 heures du matin, ils reviennent chez eux vers minuit. Après, ce qui est très impressionnant, c'est qu'on ne se rend pas compte pourquoi on était là, parce qu'en fin de compte, on a fait une politique. Alors, pour que vous voyez comme l'architecture, l'urbanisme, ça rejoint plein de choses différentes. On était là, on avait fait une politique publique de changement des lampes. C'est un truc tout bête. On a mis des lampes LED, des ampoules LED, à la place des ampoules qui avaient traditionnelles. Et les ampoules LED, elles ont doublé la luminosité de ce quartier-là, et spécifiquement, on est allé voir les résultats après. Et du fait que ça ait doublé la luminosité, ça a complètement changé la vie des gens. Donc on n'a rien fait du point de vue du territoire, de l'architecture, etc. Mais on a fait une politique de sécurité. Pourquoi ? Parce que les gens, là, ils partent à 4 heures du matin, ils reviennent à 1 heure du matin ou à minuit. Et donc, ils partent et ils reviennent le soir, la nuit. Et surtout pour les femmes, c'était très dangereux. Et donc, elles devaient se regrouper dans un bar et aller toutes ensemble à l'autobus, etc. Et nous, sans trop le savoir, on a changé les lampes. Et les gens sont venus nous voir, on dit c'est incroyable, ça nous a changé la vie. Parce que maintenant, comme c'est presque jour, avec tant de lumière, on peut y aller toute seule jusqu'à l'autobus. Et ça a complètement changé
la qualité de la vie. Donc on se rend compte que des petites choses, enfin, elles ne sont pas petites du tout, mais comme, disons, l'emprise que l'on a sur le territoire, elle se fait souvent par des chemins que l'on n'imaginerait pas et qui sont très loin de l'architecture soi-disant de faire les maisons, de dessiner les maisons, mais pour des choses qui sont un peu en parallèle et qui finissent par être très importantes. Donc vous voyez, on a des situations de très grande précarité, plus on s'éloigne évidemment, et là, plus on est souvent ici dans des situations d'informalité totale. Ça veut dire qu'à la rigueur, ces gens-là n'ont pas le droit d'être là, parce que c'est des situations dangereuses, des situations de protection environnementale, etc. Mais on a des gens qui arrivent tous les jours, il faut leur expliquer, ils veulent nous demander des politiques publiques. Donc quand on dit politique publique, on comprend des politiques qui sont dans la loi. Donc on est souvent amarré à beaucoup de situations où on ne peut pas faire la politique publique, même si on voudrait la faire, parce que je ne peux pas faire une politique publique dans un endroit qui est protégé environnementalement. Et là, il y a beaucoup de conflits, parce qu'on est obligé de se confronter à des demandes qui sont très réelles, de gens qui pleurent, qui disent « mais moi je ne peux pas, je suis là, c'est ma vie, etc. Qu'est-ce que je fais, etc. » Et là, il faudrait avoir des investissements à São Paulo de l'ordre de 20 milliards d'euros dans l'espace de 15-20 ans pour pouvoir résoudre le déficit de logement tel que l'on a aujourd'hui. C'est-à-dire c'est pratiquement impossible. C'est tout le budget d'une année de la 5e ville du monde. C'est-à-dire c'est quelque chose d'absolument impossible. Alors, donc, les grandes questions qui se posent quand on est face à ces problèmes-là, c'est comment créer des solutions intégrées pour toute la région métropolitaine. Alors en plus, on a des gens qui migrent d'une ville à une autre et qui arrivent à São Paulo en venant de la ville à côté, mais le maire de la ville à côté, il est d'un autre groupe politique, donc il ne veut pas parler avec vous. L'autre, il veut lui faire campagne pour être président, donc il veut faire des trucs seulement pour apparaître, donc il ne va pas non plus discuter sur des politiques structurelles et de transformation à moyen terme. Donc c'est très difficile de faire ces politiques, surtout dans le transport, ce qui est très important. Ensuite, il faut produire des logements malgré le marché immobilier, le prix, donc je vous en ai déjà parlé, le prix foncier, ça veut dire qu'il faut essayer de trouver des endroits où on puisse faire. Il faut produire de bons logements, ce qui est très difficile parce que dans la production dans ces pays-là, là on parle vraiment d'architecture, il y a une équation qui est une équation terrible pour l'architecture, qui est la demande que ça soit très rapide, en même temps que ça soit très bon marché, et en même temps qu'il y en ait beaucoup. Et si vous mettez ces trois éléments ensemble, le résultat, c'est de la très mauvaise architecture. Parce qu'on descend les coûts, donc on n'a pas de qualité de construction. On répétisse au maximum, donc c'est très mauvais comme espace. Et on en fait énormément, donc on a des répétitions à ne plus pouvoir. Bon, et en plus de ça, il faut faire face au pouvoir parallèle, donc je vous en ai déjà parlé. Ça veut dire que c'est des endroits où, comme l'État n'est pas présent, il y a tout un réseau de pouvoirs parallèles liés au trafic des drogues, etc., qui se met en place. Et en fin de compte, quand on est dans une situation comme ça, il faut y aller et il faut négocier. Alors, vous imaginez que c'est très compliqué, parce qu'on ne peut pas le dire officiellement que l'on négocie avec le trafic de drogue. Mais après, si moi je veux arriver dans un endroit et faire de l'assainissement, mettre de l'électricité, mettre une école, etc., si j'en parle pas au chef du trafic, les fonctionnaires de la municipalité, ils vont se faire tuer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on négocie? Est-ce qu'on ne négocie pas? Donc c'est très compliqué parce que c'est une espèce de pseudo-négociation. On n'est jamais face à face avec les chefs de la drogue, mais on est avec des soi-disant leaders communautaires d'associations de logement qui viennent nous voir, mais qu'on sait très bien qu'en fait ils représentent le chef de la drogue. Donc on discute avec eux et on leur dit, bon écoutez, moi je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et au fait, c'est assez intéressant parce que ces pouvoirs parallèles, ils ont quand même un intérêt pour les habitants qui sont là, puisqu'ils sont tous, eux, venus de cette communauté-là. Donc si on leur dit ce qu'on va faire, et on est très honnête dans ce qu'on va faire, c'est-à-dire on ne leur invente pas des histoires qu'on va faire un truc, après on fait un autre, ils commencent à nous respecter beaucoup, et ils finissent par être très clairs, ils disent ok, vous allez faire ça, bon alors on vous laisse faire ça, bon ok, alors on ne se parle plus, c'est entendu, moi je fais semblant que je ne vois pas, vous faites semblant, mais vous allez me laisser entrer là avec mes bulldozers, etc., parce qu'il faut qu'on fasse une rue, il faut qu'on transforme les lumières, il faut qu'on amène l'assainissement, etc. Donc c'est pour que vous ayez une idée, comme ça échappe souvent un peu des sentiers battus de ce qu'est la politique publique, officielle, etc. On est obligé de s'adapter, on est obligé d'improviser, on est obligé... Bon, après, je peux vous raconter des dizaines d'histoires anecdotiques sur ces relations-là. Mais je vais vous en raconter une, par exemple, qui est assez marrante. Moi, j'étais là un matin, on me dit, j'avais 65 logements qui allaient être prêts. Et on me dit, le chantier, il est interrompu. Je dis, pourquoi ?
Il me dit parce qu'ils sont arrivés le matin, plac, plac, avec l'alarme, personne, on interrompt le chantier. J'ai dit mais pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils veulent 10 appartements pour eux. Pour justement les femmes de ceux qui sont en prison. Moi je dis c'est intéressant parce qu'en fait, ça serait légitime de créer une politique publique de logement pour les femmes des gens qui sont en prison. Mais pas par ce moyen-là. Ça veut dire on pourrait créer une discussion là-dessus. Mais là, je n'ai pas le choix. Donc je téléphone au secrétaire de sécurité, de la sécurité civile. Je lui dis qu'est-ce que je fais? Il me demande est-ce que tu négocies avec les bandits? Je lui dis non, j'ai jamais fait ça. Il me dit moi non plus. Alors on va mettre 3 ou 4 voitures, des énormes flics de 3 mètres de haut avec 2 de large, armés dans tous les sens et tout. On va en mettre un dans chaque coin et on reprend le chantier. J'ai dit ok, donc on reprend le chantier. Donc le jour suivant, 4 grosses voitures. Moi je suis allé voir, ça m'avait l'air assez impressionnant. Et on reprend le chantier. Là le trafic de drogue s'est dit bon on va pas faire la guerre pour 10 appartements, donc on recule un peu, on attend voir. Et après une quinzaine de jours, j'arrive dans mon cabinet et il y a mon adjoint qui était en train de discuter avec un jeune qui avait un short, le petit bonnet en arrière et tout, et je lui dis, quand il parle, je lui dis mais c'était qui lui? Il me dit bah c'était l'émissaire de ceux du chantier. J'ai dit ah oui, qu'est-ce qu'il voulait? Il a dit que c'est bon, ils veulent plus les appartements, on peut tout reprendre normalement, il se retire. Et j'ai demandé mais pourquoi? Parce qu'en fait en emmenant la police, on a cessé la vente. Alors on avait causé des problèmes commerciaux pour eux. Donc ils ont dit non, allez, vous reprenez parce que là ça nous coûte trop cher ce truc. Donc on a repris, voilà. Alors, moi j'étais pas responsable pour la vente et tout. Donc j'aurais dit ok, j'ai téléphoné au responsable de l'État. J'ai dit voilà, si vous voulez faire quelque chose, il y a un point de vente là, mais bon moi je reprends mon chantier. Voilà. Alors, après ce que je vous disais, l'équation entre la vitesse, la qualité et le nombre, ça donne ça. Ça veut dire aucun un genre d'intervention sur le territoire qui passe par-dessus les questions de la terre, de assoramento, je ne sais pas comment on dit, et nivellement, etc. Vous voyez qu'il y a une très grande diversité. Ça a été fait dans les années 70, début des années 80, mais ça a été fait dans les années 2000. Donc, vous voyez, quand on est architecte, ça fait un peu mal quand même. Donc c'est ça, on produit vite, en grande quantité et à très bon marché. Et on fait ça au Mexique, on fait ça au Chili, on fait ça au Brésil, on fait ça en Chine, on fait ça un peu partout. Et ça donne ça comme résultat. Donc c'est un gros problème, parce que là, il y a un problème très fort pour les architectes, c'est que les hommes politiques, eux, ils ne comprennent pas qu'on leur dise c'est pas bien. Eux, ils veulent avoir une inauguration. S'ils peuvent inaugurer 1000, ils vont inaugurer 1000, c'est mieux. Pour eux, c'est 1000 votes, ou 1000 fois 3, parce que les familles ont plus d'une personne. Donc eux, on leur dit, mais vous savez, il y a des trucs qui peuvent être faits, genre espace public, 2 étages, machin, plus de densité, avec des... Ils comprennent pas. Donc il y a tout un espace à conquérir, qui est l'espace de faire prendre confiance aux élus, là-bas, de ce qui est l'importance de l'espace public, du bon projet d'archi, etc. Hein, alors voilà, on fait ça en Amazonie, on fait des trucs toujours plus loin, alors là, on voit même pas la ville, hein. Le type, il a besoin d'une aspirine, il n'est plus jamais rentré, il est parti chercher une pharmacie. Ça, on ne sait même pas où elle est, la ville. Voilà. Et là, c'est en plein milieu de l'Amazonie, hein, voilà, donc toujours la répétition des petits immeubles, etc. Bon. Alors, est-ce que c'est possible de faire face à ça? En fin de compte, si on réussit à reprendre l'idée de la politique de la ville, oui. Alors nous, quand on était là, on a fait quand même 2 choses importantes. Alors ce deuxième-là, moi j'en ai ramené pour le laisser à la bibliothèque. Alors bon, c'est en portugais. Alors il va falloir que ceux qui veulent, ils apprennent le portugais. J'ai ramené donc 2 exemplaires de chaque. Mais on a fait donc très rapidement, pas très rapidement, un plan directeur de la ville. Je vais vous expliquer pourquoi je vous montre les 2. Parce que les politiques de logement qui sont très liées avec le projet d'architecture, avec l'architecture, elles sont, très liées avec les politiques du territoire. Et ça, je vais vous le montrer tout de suite. Et ensuite, moi, j'ai fait, en l'espace de 7 mois, j'ai fait un plan municipal du logement. Voilà. Alors, je ne vais pas vous le présenter, parce que je n'ai pas le temps, mais je vais juste vous donner quelques grandes lignes pour vous montrer un peu la diversité de choses que l'on discute. Alors, pourquoi le plan directeur? Parce que le plan directeur, il est responsable de mettre en place des lois sur le territoire que vous connaissez très bien, parce que c'est des lois de droit urbain qui ont surgi en France, qui ont été créées en France depuis Napoléon, vous avez ça. Et là-bas, c'est des exemples, ça veut dire genre droit de préemption, etc., etc. Alors nous, on a créé des zones spéciales d'intérêt social. On a doublé ces zones, ça veut dire c'est des zones où on dit ici, on ne peut avoir que du logement social. Alors ça fait pas du tout plaisir aux propriétaires fonciers.
Parce qu'on leur dit, vous êtes obligés de faire du logement social, donc vous êtes obligés de vous associer avec le gouvernement, il faut faire une politique de logement social. Donc nous, on a créé beaucoup de zones comme ça dans la ville, et c'est dans le plan directeur. Le quota de solidarité, c'est un truc qu'il y a ici en Europe énormément. Ça veut dire, vous faites un truc de plus de 20 000 mètres carrés. Moi, je voulais 10 000, mais on n'a pas réussi. Donc, ils ont repoussé à 20 000. Plus de 20 000 mètres carrés, vous devez faire une donation de 10% de la terre pour que l'on puisse faire des logements sociaux à cet endroit-là. Alors là, c'est allé à la chambre municipale, il y a des lois municipales, ils ont dit non, là vous exagérez, on peut donner en argent si on veut. Ça veut dire, ok, on peut donner 10% en terre. Moi, je voulais que ce soit en terre pour pouvoir mettre les pauvres au même endroit que les riches. Et là, ils me disent non, on peut donner en argent et vous allez faire des maisons pour les pauvres un peu plus loin. Voilà, donc ils ont un peu changé la loi. Mais quand même, c'est important. Ensuite, on a limité toutes les constructions de la ville à un coefficient 1. Ça veut dire qu'on ne peut pas construire plus d'une fois la surface du terrain. Tout ce qui dépasse le coefficient 1 jusqu'à 2,5, ça varie un peu, des fois 3, des fois 2. Eh ben, vous payez, et là, cet argent-là va pour un fonds d'urbanisation. Et de ce fonds d'urbanisation, on a dit que 30% allait obligatoirement pour du transport urbain, et 30% allait obligatoirement pour financer des expropriations de terrain pour le logement social en ville. Ça veut dire qu'on a passé à voir pas mal d'argent. Bon, on n'en a pas énormément, parce que c'était juste à la fin du gouvernement, mais quand même, on en a eu 200 millions d'euros. Pour pouvoir faire des expropriations d'endroits bien localisés dans la ville et dire, bon voilà, on exproprie justement dans les zones d'intérêt social pour pouvoir faire du logement social. Ensuite, bon, donc on a fait... Et ces choses-là, bon après c'est plus spécifique, c'est pas la peine que j'entre en détail, ça nous a permis de donner, disons, faire un matelas pour pouvoir faire une politique de logement basée sur ces instruments. Alors, après, ce qui est très important, c'est que les politiques de la ville ne se font pas sans les habitants. Et ça, c'est une chose qui n'est pas toujours très reconnue des architectes. Ça veut dire on fait des choses pour les gens qui habitent. Alors si on va faire une politique pour la ville, pour des gens qui habitent dans des situations très précaires, ben, il faut leur parler, il faut discuter avec eux, il faut le faire d'une manière participative. Donc ce plan-là, on a mis 5000 personnes directement en contact avec le plan pour le discuter. La preuve, c'est que ce plan-là, ça s'appelle un cahier de discussion publique. Donc on distribuait ça pour les gens, pour les associations. Et à partir de là, on discutait. Et de ça, on a fait une loi municipale. Ça veut dire qu'on a traduit un langage qui est un langage plein d'images, facile à comprendre, etc. On l'a traduit dans un langage de loi, après, pour pouvoir en faire une loi sur le logement. Bon, c'est resté dans la Chambre des députés, on a perdu des élections, c'est toujours là-bas, ils n'en font rien, moi je suis là tous les jours, qu'est-ce que vous allez faire du plan de logement? Ça n'a pas l'air de les déranger. Mais en tout cas, donc voilà, donc on s'implique, hein, il faut vraiment y aller, il faut être tout le temps dans plein d'endroits. Ça, c'est le maire de la ville à l'époque, Ferdinand Haddad. Donc voilà, on a fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de réunions, d'assemblées. Alors, des fois, c'est plus comme ça, des fois, c'est plus horizontal et participatif. Ça varie beaucoup, mais on a vraiment, vraiment, vraiment fait beaucoup de participation. Et ça, c'est très important. L'autre chose, c'est de créer des politiques de participation qui sont dans la réalisation des projets d'architecture. C'est-à-dire ne pas faire seulement de la production de logements via les grands constructeurs qui font des milliers. Une manière de casser l'équation, justement, grande quantité, bas coût et très rapide, c'est justement d'impliquer les habitants dans des projets associatifs où eux-mêmes prennent des architectes, eux-mêmes discutent leurs projets. Et donc, avec ça, ils finissent. Au Brésil, ça fait déjà 20-30 ans que tous les gens qui travaillent comme moi dans le secteur du logement alternatif, etc., on travaille beaucoup là-dessus, avec des résultats qui sont très bien. Les gens, ils discutent leurs projets, etc. Et on réussit à faire, c'est ce qu'il y a de mieux au Brésil aujourd'hui dans les ensembles de logements sociaux. C'est ceux qui ont été faits justement en autoconstruction, construction autogérée, en aide mutuelle qu'on appelle, c'est les mutirões, hein, c'est le mot technique, et où on a fait quand même des choses très intéressantes. Toujours en association, la ville, la politique publique, avec des architectes qui sont des architectes très impliqués, et avec les associations des habitants. Bon, après, des questions, pourquoi 30% de l'argent va des expropriations, mais 30% de l'argent du fonds urbain, il va à la mobilité. Là, c'est à Rio, mais c'est connu aussi à Medellín et en Colombie, à Medellín et à Bogota. C'est justement les téléphériques de ski, là, que vous avez l'habitude de le prendre quand vous allez faire du ski. C'est de les mettre sur ces endroits-là, parce que ici,
faire le transport en commun dans des endroits comme ça. Vous vous imaginez quelqu'un qui habite ici, pour qu'il arrive à 10 km de là, de l'autre côté, et ben il met 3 heures des fois sur des petites vannes ou des motos, etc., des taxis motos. Donc la solution, c'est une solution qui a été très critiquée. Moi, je la trouve intéressante parce qu'elle est très rapide, elle permet d'arriver dans ces endroits d'une manière quand même assez différente et créer une nouvelle possibilité de mobilité. Après, moi j'ai un petit film sur ça, c'est vrai que ça fait un peu peur au début, parce que là c'est à Rio, hein, c'est la guerre souvent en bas, donc on se dit, est-ce que je vais me faire quand même tirer dessus? Mais bon, voilà. Alors, les propositions d'une politique de logement, elle doit toujours être associée une politique de production de logement qui est associée à des financements et donc aller au marché du bâtiment, qui va produire beaucoup de maisons en peu de temps, le plus rapidement possible, etc. Et là, on va essayer d'interférer en leur disant, écoutez, si vous prenez des architectes, ça peut être mieux, comme je vous ai montré. Les gens, quand ils font de l'associatif, ils le font beaucoup mieux, donc ça serait bien de rentrer un peu par ce chemin-là, etc. Mais il y a aussi la question de l'urbanisation des quartiers précaires. Ça veut dire qu'il y a des endroits, alors ça c'est la production traditionnelle, mais on peut la faire avec une certaine qualité. Hein. Ça c'est à Rio. Ça c'est un architecte, Hector Villec, qui est un architecte uruguayen qui travaille au Brésil depuis très longtemps, un très, très bon architecte, et qui par exemple a fait un projet dans une ville de la Grande São Paulo, Osasco, où il a proposé, on voit qu'il y a de la qualité dans le projet d'architecture, hein, où il propose de vaincre cette dépression avec des passages qu'il a fait après, où il essaie de proposer des espaces publics, et qui en fin de compte, voilà, ça fait un rendu assez intéressant, mais on voit l'échelle, ça veut dire on y met 1-2 ans de travail là-dedans, énormément d'argent, énormément de travail, de projets d'architecture, etc. Et puis là, vous voyez la proportion que ça a quand c'est prêt. C'est-à-dire, là, on se rend compte qu'il nous faudrait 450 ans pour essayer de résoudre tout ça. C'est toujours, on a cette sensation d'être dans le courir après, voilà. Donc, on finit par créer, ça c'est intéressant à discuter. Hein. Je ne vous montre pas de solution, là, je vous montre un peu les difficultés que l'on a dans ce genre de situation. On finit par créer d'autres types de tensions qui en fait se ressemblent un peu à la première photo avec les piscines, mais c'est entre pauvres et pauvres, disons, pauvres et moins pauvres, qui ont eu accès par une chance inouïe à une politique de logement. Et ce qui est le plus drôle encore, et ça mène encore plus à réfléchir, c'est que souvent la qualité de l'habitat ici n'est pas aussi bonne que celle d'ici. Ici, il y a un assainissement, c'est mieux, on voit là même, c'est traité et tout, alors qu'ici non. Mais ici, il y a un contact avec les voisins beaucoup mieux, il y a une vie de collectivité, il y a des poules, il y a des chiens, etc. Alors que là, on enlève les types et on les met dans des machins de 35, 40, 45 mètres carrés. Quand c'est des bons projets comme ça, c'est 50 mètres carrés, des familles entières qui doivent vivre en copropriété, entendre le voisin en dessous, au-dessus, à côté, s'entendre, faire là. Et là, ça part dans tous les sens. Donc, on voit bien que souvent, ce que l'on pense qui est une solution d'architecture qui est intéressante, qui est très bonne, etc., eh bien, c'est pas du tout évident. Il faut avoir un très, très gros travail dans le social, dans l'accompagnement de ces familles. Il faut leur faire discuter là où elles vont habiter, quelles sont les responsabilités, qu'est-ce qui est lié à ça, quels sont les impacts environnementaux qu'il peut y avoir ou ne plus avoir, etc. Et il y a souvent des conflits qui se créent aussi entre les gens qui sont là, qui sont un peu vus comme les élus, comme une espèce de nouvelle élite dans la favela. Donc ça pour vous montrer qu'on fait des choses, on fait des politiques, mais il n'y a jamais de politique qui est résolue en avance, qui est prête en avance, qui est déjà pensée comme quelque chose qui va marcher. On a toujours des surprises, on doit toujours les adapter, on doit toujours travailler. Et après, il y a des situations où l'amélioration de l'aménagement, elle est porteuse de transformation, qui n'ont pas besoin d'avoir une transformation dans le bâti, ça veut dire de faire de nouvelles maisons, mais juste faire des améliorations, ça veut dire créer des escaliers, faire des passages, améliorer, voilà, faire une circulation un peu meilleure, amener de la lumière, je vous ai déjà dit, changer les lampes, mettre des lampes LED, etc. Et ça, on ne se rend pas compte, mais ça peut transformer des quartiers entiers, ça peut les transformer en vrais quartiers, ça veut dire ça peut ramener les gens en ville, alors qu'avant, ils étaient dans une situation de grande précarité. Et là, ça c'est mon labo, hein, à la fac d'archi de l'USP, où on travaille beaucoup. Ça c'est des élèves qui ont fait des travaux justement dans ces quartiers. Là, on travaille beaucoup sur des techniques
de drainage, sur des techniques d'assainissement alternatifs, je sais pas comment on appelle ici, enfin biodigestif, je sais pas c'est comment on appelle. Voilà, on fait beaucoup ça. Ça veut dire pour essayer de trouver des solutions qui puissent être dans l'échelle de l'intervention de petites, mais qui est très précise et qui a une autre type d'architecture, on peut dire ça, très spécifique, mais qui a beaucoup, beaucoup de pouvoir de transformation. Et après, pour finir, je donne un autre exemple qu'on n'a pas pu faire, mais moi j'avais fait cette proposition. Alors, c'est aussi l'idée de la dimension de la vitesse, de la quantité. On ne peut pas non plus ignorer cette équation. C'est une équation nécessaire. Alors, comment faire pour résoudre cette question-là? Alors, souvent, ce qui a été fait à São Paulo et qui a été très mauvais, vous avez peut-être eu écho de ces choses-là, c'était un gouvernement qui pensait que c'était incroyable. C'est une discussion très très chaude parmi les architectes là au Brésil. C'est que la mairie disait on arrive dans une favela, on enlève tout le monde, on passe le bulldozer, et là on appelle un grand architecte de renom qui va faire un très bel immeuble là-dessus. Et donc c'est des immeubles pas mal qui ont été faits, parce que les architectes sont bons, ils font des beaux trucs. Sauf qu'on enlève 1000 personnes et on remet à la place dans ces immeubles-là 500. Donc en fait, on fait de la politique de logement, mais on augmente le déficit. C'est-à-dire on en produit 500 qui n'ont plus de logement parce qu'on les a enlevés de leur maison, précaire, mais c'était quand même leur maison, et on a mis à la place un immeuble d'un très bon architecte. Donc c'est bien, c'est très visible, on peut aller montrer ça dans les biennales de Venise, etc., comme ça a été fait, mais les gens ne savent pas que ça a un énorme coût social et environnemental, d'abord parce qu'il y a des déchets enlevés, des milliers de maisons et les emmener quelque part dans des camions, etc., de les détruire. Ensuite, il y a un énorme coût environnemental et surtout, il y a 500 familles qui se retrouvent sans maison. Donc, comment faire dans ces situations-là? Alors, nous, on a vu, on est allé parler aux juges parce que les juges, ils disent situation de risque, enlevez-moi ces 1000 personnes de là, sinon vous payez une amende de 10 000 euros par jour. Ils nous dit oui, mais les 1000 n'étaient pas dans le risque. Il faut faire des politiques plus rapprochées. Il faut montrer qu'il y en a quelques-uns qui le sont et qui ne le sont pas. Alors nous, on a proposé que dans toutes les situations précaires de la ville, comme par exemple celle-ci, on puisse avoir un appel de genre de concours, ça veut dire, pour des bureaux d'architecture et d'ingénierie civile qu'on appelle au Brésil, qui puissent arriver dans un secteur comme ça et dire voilà, moi, je vais vous montrer, on n'a pas besoin d'enlever tout le monde, mais il faut en enlever quand même tous ceux qui sont là sur le bord de la rivière, parce que c'est une question de préservation et d'assainissement de la rivière. Donc, on va enlever toute une bande, ça va faire 100 personnes ici. On en va enlever là, là, là. Après, il y a des endroits ici qui sont un peu vides ou qui font enlever et qu'on peut récupérer en faisant quelque chose. Donc, on met des petits immeubles ici et là. Et on réussit à faire quelque chose d'intermédiaire. Nous, ce qu'on proposait, c'était de faire des appels pour que les architectes fassent ce genre de petits projets. Et nous, on allait faire un appel pour les grandes entreprises de construction pour qu'elles nous proposent à un coût de 15 000 euros l'unité, non plus, de 20 000 euros l'unité d'habitation, qu'elles nous proposent un système modulaire préfabriqué qui puisse aller de 2 à 100 unités et qui puisse être construit sur place en 90 jours. En 3 mois. Donc moi je leur demandais, je dis écoutez, moi je vous propose 5000 unités de produites dans la ville en 4 ans, c'est l'accord que je vous fais, qui vont être distribuées un peu partout, là où les architectes qui ont fait ce projet-là vous demandent. Alors ils vont vous téléphoner, ils vous dire je veux 6 maisons ici, 8 maisons ici, 20 ici, 30 là, et voilà. Et vous venez, en 3 mois vous nous le faites. Donc on allait avoir une répétition dans la ville d'un même modèle d'architecture, un modèle un peu dans l'héritage moderne, ça veut dire modulé, préfabriqué, etc., très rapide à mettre en place, mais qui, de par sa versatilité et la possibilité d'être mis dans différentes situations, a beaucoup de richesse du point de vue urbain quand il est mis dans des contextes comme ça. Alors ça, on a lancé ce grand projet, mais malheureusement, au Brésil, alors ça c'est un autre gros problème que je pense que vous commencez à avoir de plus en plus en France, c'est que les politiques urbaines, les politiques de logement, les politiques de transport, elles ont besoin de 10, 12, 15 ans pour se mettre en place et pour vraiment fonctionner. Je crois que David le sait bien, quand on fait des grosses interventions, le temps que ça se mette en place, ça fonctionne, il faut une dizaine d'années. Or, les gestions politiques des gouvernements durent 4 ans. Et donc comme ça, on n'arrive jamais à rien faire, parce qu'à chaque 4 ans au Brésil, il y a un nouveau gouvernement qui vient et qui met toutes
tout ce que le gouvernement d'avant a fait. Et plus c'est bien, plus il le détruit, parce que plus ça fait de la pub pour le type qui était avant. Donc ça, c'est exactement le genre de choses qu'on a proposé, qui a été très bien accepté, qui n'a jamais été fait encore au Brésil, mais il a été proposé dans plusieurs villes. Mais surtout après que nous l'avons proposé, peut-être que ça va se mettre en place d'une manière un peu plus systématique. Bon, alors, voilà, moi je voulais vous parler, c'est un vol d'oiseau, un peu sur une expérience différente, mais qui est vraiment dans l'architecture, dans l'urbanisme, et voilà, qui peut-être que l'un de vous aura l'opportunité de travailler sur ces choses-là, ou peut-être d'assumer un poste comme ça. J'espère que dans le tiers-monde, ou peut-être même en France, parce que comme j'ai dit, on se rapproche, donc peut-être que ces réalités, elles vont de plus en plus être présentes aussi en France, et ceux qui seront confrontés aux politiques publiques de la ville, ils vont être de plus en plus confrontés à ce genre de problème. Voilà, merci. Merci beaucoup. Vous avez compris la richesse de toutes les facettes de l'expérience. Effectivement, c'est une expérience assez rare de passer de l'autre côté du, comment on appelle ça, du rideau de la scène et être confronté très très directement avec la population. En réalité, c'est surtout ça que tu racontes. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, des questions? Qu'est-ce qui se lance? C'est avant d'abord une remarque, vraiment c'était hyper enthousiasmant, merci beaucoup pour cette présentation, vraiment. Même pour nous, moi qui suis architecte urbaniste en France, il y a en effet des choses qui résonnent, même si les contextes ne sont pas a priori similaires. On est aussi confronté à cette équation difficile entre la quantité et la qualité, en fait, on peut un peu le résumer comme ça, quoi. C'est-à-dire combien de jus de cerveau pour combien de mètres cubes de béton, quoi, d'une certaine manière. Et ça, c'est quand même un combat de tous les jours, à peu près partout, je pense, quoi. Moi, j'avais une question un peu presque un peu people, quoi, j'avoue, mais qui m'intéresse. Ça m'intéressait d'avoir votre point de vue sur le travail, un travail qui a été très médiatisé, qui est celui de Aravena, là, du prix Pritzker. En France, il y a des pour, il y a des contre, des gens très enthousiastes, des gens plutôt sceptiques. Ça m'intéressait d'avoir votre point de vue de quelqu'un un peu plus proche de ces réalités, alors même si c'est pas exactement les mêmes, mais voilà, juste avoir un point de vue comme ça. C'est très rapide. Aravena, je trouve qu'il fait un projet qui est très joli en tant que projet. Moi, j'aime bien sa solution. Et quel est le gros problème de ce que Aravena propose? Et il ne le dit pas souvent. C'est que moi, je suis secrétaire au logement. Je dois faire, dans une ville qui a 1 million de personnes qui ont besoin de logement, 350 000 familles en situation précaire, 90 000 en situation de nécessité de enlever immédiatement de là. 90 000 familles que tous les soirs on s'endort en disant j'espère qu'il ne va pas pleuvoir parce que j'ai 90 000 familles qui peut-être demain ne seront pas là. Enfin, pas les 90 000, mais 90 000 qui sont sous ce risque. Donc dans ces situations-là où on n'a pas de terre, on n'a pas de terre vacante. Donc l'idée qui a été déjà reproduite en Uruguay où il y a 4 millions de personnes en tout, qui est de faire la possibilité de faire des logements évolutifs, donc qui laisse une espèce de réserve d'espace pour pouvoir être rempli dans le temps, ce qui est la proposition d'Aravena. Donc il fait la moitié, il dit vous finissez l'autre moitié vous-même. Alors, moi il y a très longtemps, j'ai participé à un projet, on a fait cette proposition, mais c'était pour de la construction. Dans mon travail de fin d'études, dans les années 90, j'ai fait une proposition qui était comme ça. Moi, je propose que le gouvernement, il arrive avec ses architectes, il fasse juste la structure, et après, le remplissage, les gens le font comme ils le peuvent. Mais au moins, nous, on garantit la structure avec l'assainissement, etc., de 2 étages ou 3 étages. Et après, les gens, on garantit un minimum de murs, quoi, pour un début, et après, petit à petit, les gens vont le remplir. Mais on compte déjà avec cette totalité par rapport au prix foncier. Parce que le problème, c'est quand on a une demande de foncier, une pression pour le foncier, moi, je ne peux pas me permettre de laisser à chaque appartement à peu près l'équivalent vide pour qu'un jour il se remplisse. Aravena, il ne le dit pas, mais ce qu'il a fait proposer et qu'il a montré partout dans le monde,
ça a une certaine peculiarité, c'est qu'il l'a fait après les tremblements de terre au Chili, pour une entreprise de mineurs, dans un terrain particulier à cette entreprise qui était obligée de refaire les maisons de ses travailleurs. Donc il y avait une emprise sur le foncier qui est à peu près semblable à une emprise sur le foncier européen, mais que l'on n'a pas dans le normal là-bas. Donc je trouve que c'est une très belle proposition. Du point de vue d'architecture, c'est intéressant, mais du point de vue de la politique publique, elle est impossible parce que jamais on peut se permettre de laisser du foncier sous réserve. Ça veut dire, si les familles, si elles ont besoin de grandir, d'avoir plus grand, on le fait tout de suite, quoi. Pourquoi je vais attendre, laisser un truc à moitié pour le futur? Donc c'est une question très technique qui n'est pas tellement discutée. À part ça, du point de vue de l'architecture, moi j'aime bien. Moi je trouve que c'est une bonne solution et qui a permis quand même d'avoir des bonnes discussions après, de possibilités, d'augmentation future de projets, etc. Voilà. Bon, après, je trouve qu'aussi quand on fait du logement sur 50 mètres carrés, ça c'est Villieck qui le dit beaucoup, l'architecte uruguayen, du point de vue du projet de la maison, on a vite fait le tour. 50 mètres carrés, on peut se le mettre dans tous les sens. Il n'y a pas beaucoup à faire. Ça veut dire que ce qui devient le plus important pour ce projet-là, c'est l'urbain. Ça veut dire c'est comment on met ces 50 mètres carrés, comment il y a de la ville autour, comment on met des services, les espaces publics, etc. Et c'est ça qui rend la richesse de ce que l'on peut produire et qui fait que les projets de Villieck soient très bons. Alors c'est ça, donc le projet de Aravena en soi, pour l'unité, il n'a pas non plus énormément d'inventions ou de trucs de nouveautés. C'est ce que l'on fait toujours, quoi, dans les limitations que l'on a. Voilà. Est-ce que les... pardon, il y a d'autres questions. Est-ce que les... Est-ce que ce qui a été... est-ce qu'il y a quand même un phénomène, même informel, même si pas prévu au départ, d'extension des logements formellement construits dans les quartiers précaires par les habitants? Parce que il me semble que la réflexion d'Aravena était d'abord partie d'un constat, voilà. Elle est partie de ce constat-là, tout à fait. C'est énorme, parce qu'en fait, on a des superpositions de générations. Quand je dis qu'il y a 1 million de logements, en déficit de logements à São Paulo, de ces 1 million, il y en a peut-être 20% qui sont dus justement aux augmentations de familles. Alors, souvent dans les favelas, il y a les parents, ensuite les fils grandissent, ils se construisent au-dessus, les fils grandissent, donc on a 2 ou 3 générations qui sont superposées les unes sur les autres, parce que les fils construisent. Donc c'est pas exactement une augmentation de la même famille, mais c'est une augmentation générationnelle qui pourrait être résolue en donnant des logements aux nouvelles familles. C'est-à-dire, personne n'est obligé de vivre dans le même lot que ses parents, ses grands-parents, mais là-bas, ils sont un peu obligés à faire ça. Donc, c'est pas exactement une question d'expansion. Après, dans les logements des grands ensembles que l'on a, on a toujours les espaces vides qui sont, si on n'y fait pas attention avec des politiques publiques d'occupation de ce territoire avec des playgrounds, des trucs d'enfants, n'importe quoi, et ben le jour suivant, on aura des gens qui l'ont occupé. Mais ça, c'est des nouvelles familles. Après, l'expansion dans sa propre maison, ça arrive dans le cas des lotissements clandestins. Ça veut dire des lotissements qui ont quand même un lot, qui a une certaine réserve de densité, qui permet que là, il y ait quand même des augmentations. Mais l'augmentation, elle est surtout due à l'arrivage de nouvelles personnes ou à l'augmentation générationnelle des familles, plus qu'une augmentation de l'unité en soi. Parce qu'ils ne peuvent pas le faire, en fait. Ils voudraient bien, mais ils ne peuvent pas. Donc, ils restent dans un seul... Oui. Par rapport à cette question-là, il y a un sujet qui est très intéressant, c'est ce qui s'est passé dans les programmes gigantesques qu'a montré tout à l'heure de petites maisons individuelles dans la Pampa, qui quelquefois sont effectivement complètement en dehors des villes, gigantesques, bien plus grandes encore que les photos qu'il a montrées, et d'autres fois sont in between. Et là, il y a eu notamment des travaux faits par l'ETH Zurich, donc la même équipe que Charlotte a montré pour le Caire, qui ont fait des ouvrages très très spectaculaires d'observation de l'explosion de ces gigantesques lotissements qui en 2 ans sont devenus comme des favelas. C'est-à-dire vous ne voyez même plus la maison d'origine. Et ça correspond à des quantités, parce que je pense qu'effectivement la question centrale c'est finalement quelle est la bonne réponse pour la quantité. Parce que tu peux essayer de faire un petit truc contextuel là, toi tu proposes un petit truc à la fois contextuel et industriel, un peu bancal, donc on comprend que ce soit pas si facile. Aravena, c'est un modèle économique très, très particulier, etc. Alors, ce qui est quand même assez intéressant, c'est de voir les tentatives qui massivement
apporte une réponse. Alors, ce projet, il a eu un génial slogan qui s'appelle Mia Casa, Mia Vida. Et donc, et donc soutenu par les banques d'Amérique du Sud et d'autres banques, et qui a beaucoup parlé aux gens. Mia Casa, Mia Vida, c'est-à-dire ma maison, ma vie. Et donc, tout d'un coup, c'est un peu comme les maisons individuelles en France. Quand tu es arrivé dans les 70, les gens se sont projetés, ma maison, ma vie. Mais ce qui est amusant, enfin, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, derrière toutes ces questions-là, on parle beaucoup un peu de la taille du logement. Mais le problème, c'est comment vivent les rez-de-chaussée et comment les gens arrivent à trouver du travail ou à fabriquer du travail sur place ou et grâce à un truc quand même le plus intéressant dans toutes ces favelas, c'est toute cette économie dite informelle, mais qui en réalité est très, très organisée, qui se passe avec une souplesse des rez-de-chaussée. Et ça m'amène à un dernier point, qui est qu'est-ce qu'on a à apprendre de tout ça ? C'est un peu ce qu'on avait commencé à discuter avec Jean-Luc Poitvin de Nexity, qui a expliqué qui a montré que leur groupe, immense groupe de promotion immobilière, se plantait, enfin, n'arrivait pas à résoudre, à faire des aménagements de rez-de-chaussée qui sont toujours aussi sinistres, où on ne sait pas si on met un parking, si on met un bout de logement, si on met des halls, si on fait des baux précaires, etc. Donc cette question-là, en dehors des questions des sans-abri, qu'il peut y avoir évidemment de façon massive en France et progressivement, c'est une question immédiatement transposable, c'est-à-dire comment on arrive à faire autre chose que dire je n'arriverai qu'à faire un petit bout de rue commerçante et puis qu'est-ce que je fais le reste du temps quand je fais des aménagements. Et là, il y a beaucoup de leçons dans les grandes favelas, notamment dans les assez grandes favelas, qui montrent qu'on arrive à faire des réseaux, d'ailleurs quasiment piétons, avec des petites voitures, en plus du point de vue de la mobilité, c'est absolument parfait, et qui réussissent à fabriquer une diversité d'activités qui est une façon de lutter contre l'étalement. Juste pour donner un exemple de ce que tu dis, c'est exactement ça, mais par exemple, le Mia Casa Mia Vida, il a une particularité, c'est comme c'est un financement pour le logement, et ben, il n'autorise pas qu'on fasse du commerce dans le rez-de-chaussée. Donc c'est même pas une question de comment faire le commerce, c'est de pouvoir le faire. On peut même pas le faire. Alors que quand on prend les gens des favelas, on les emmène dans le Mia Casa Mia Vida, il y en a beaucoup qui disent oui, moi je veux bien y aller, mais moi j'ai un commerce. Qu'est-ce que je fais avec mon commerce ? Donc nous on a commencé à se dire bon il faut qu'on résoudre ce problème. Alors ce qu'on a proposé au ministère de la Ville, c'est que il financie la construction du premier étage vers le haut. Et donc les rez-de-chaussée, on les laisse propriété publique municipale. Et nous, donc, on peut faire à notre compte, donner des espaces de commerce pour les gens que l'on ramène là et qui avaient leur commerce et donc qui pourraient avoir le droit de continuer le commerce. Bah, ça n'a pas marché parce qu'on l'a proposé, il y a un coup d'État, on a perdu des élections, il n'y a plus de Mia Casa Mia Vida. Donc voilà. Je pense que ça a commencé à marcher. C'est très complexe à mettre en place. Mais on commençait à le faire et je pense que ça allait marcher. Mais après, deuxième pas, il a falloir quelque chose de bien fait, quoi, parce que après, on pourrait le faire, mais il fallait bien le faire. Donc on n'en est pas arrivé à ce point-là. Mais là, il y a un autre truc, c'est que dans l'informalité, les gens le font des fois beaucoup mieux que les architectes. Rien que le fait que tu laisses là l'espace pour le faire et tu te donnes, les gens là, ils se débrouillent et ça donne une certaine vécu, certaine vivacité, dynamisme qui est par soi-même intéressant. Juste un petit mot de terminologie. Tu emploies le mot précaire. Ce serait bien un peu de l'éclaircir, parce que précaire, les gens ils peuvent être précaires pour des situations de risque environnemental, pour des situations de risque criminel. Ils peuvent être précaires parce qu'ils n'ont pas de titre de propriété, mais en même temps, depuis les années 80, il y a moins de politique du bulldozer, même s'il y a de temps en temps des expropriations pour des grandes opérations de spéculation privée. Donc qu'est-ce que tu mets derrière le mot précaire ? À part le fait qu'on arrive à équiper ces quartiers-là, mais on n'arrive pas à les régulariser, notamment pour les raisons que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a des découpages en volume qui sont devenus d'une imbrication terrible, qui fait que jamais on n'arrivera à passer au stade de dire, monsieur, ça c'est votre lot, et celui-là est là. Parce qu'on n'arrive même pas à dessiner, grosso modo, l'éventuelle copropriété, si tant est que finalement être copropriétaire. Ça veut dire d'ailleurs que le but de tout ça, c'est que tout le monde soit propriétaire. Question. Voilà. Bon, là, il y a un autre problème, d'ailleurs, avant de répondre à ta question, c'est que, en plus de tout ça, au Brésil et en toute l'Amérique latine, il n'y a jamais eu de politique de location sociale. Ça veut dire qu'il n'y a pas le loyer social. Ça veut dire qu'il n'y a pas le gouvernement qui assume la propriété de l'immeuble et le met en locatif.
c'est toujours le rêve de la propriété. Ce qui a été fait d'un côté pour aider l'effort de la construction civile dans les années 70, parce que quand on donne la propriété, il faut qu'elle soit payée, donc il y a un retour de ces investissements, qui est, s'il n'est pas garanti, le gouvernement au moins fait semblant qu'il est et met de l'argent, etc. Mais aussi, c'est vrai que c'est une sécurité pour des familles dans des pays avec des économies très instables et des gouvernements très instables, où avoir du locatif, c'est un peu le risque de se faire sortir de là dans 5-6 ans, parce que le gouvernement a changé. Donc il y a aussi ce problème, c'est que c'est toujours l'accès à la propriété. Donc c'est d'énormes fonds publics qui sont mis dans des projets qui en fin de compte sont pour transférer dans le marché public, dans le marché privé, des centaines et des milliers d'unités de logement. Après, il y a des questions qu'il ne faut pas poser. Parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas aller dans le détail. Par exemple, le terme précarité, il vaut mieux qu'on le laisse comme ça. Je t'embête, mais c'est exactement ça. Il y a tellement de définitions. Alors, il y a la question de la précarité foncière. Moi, je ne la considère pas. Et en général, elle existe, c'est un problème. Nous, on a fait 200 000 en 4 ans. On a fait 200 000 processus de régularisation foncière dans la ville de São Paulo, ce qui est quand même pas mal. C'est très rapide à faire, par contre, ça coûte rien, mais il faut ce qu'on appelle une volonté politique très forte et bureaucratique. Mais moi, je considère qu'elle n'est pas nécessaire pour l'amélioration du logement. Pourquoi ? Parce que la question de l'irrégularité et de la précarité foncière, elle est très utilisée politiquement par l'élite et le marché foncier, dans le sens de dire, là c'est précaire, c'est pas régulier foncièrement, ça veut dire que ça fait une réserve un peu de foncier, le jour où le marché immobilier veut arriver, du jour au lendemain, tout est réglé, sauf que pas pour ceux qui étaient là. Donc moi je trouve que là il y a des tensions qui sont un peu fortes, mais ça n'empêche pas que l'on puisse faire des améliorations, même si la question de la régularité foncière n'est pas tout à fait résolue. Alors moi je les sépare un peu. Quand je dis précarité, je travaille surtout avec ce que la Banque mondiale, en fin de compte, a fini par définir, et enfin tous les organismes un peu multilatéraux, qui est un mixte entre précarité de l'habitat, de la construction en soi, soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Précarité des conditions urbaines. Ça veut dire, le type, le comble de la précarité, c'est il habite dans un truc qui n'est pas à lui, donc il a la précarité foncière, qui est très mal bâti, donc qui peut tomber, débouler, etc., parce que c'est du bois, voilà, etc., où il n'a pas d'égout, où il n'a pas d'électricité, où il n'a pas d'école à côté, etc. Donc ça, c'est le comble de la précarité. Après, on a des niveaux, ça veut dire il y a des gens qui sont dans des endroits où ils ont une régularisation foncière, mais ils n'ont aucun de reste, donc ils sont dans la précarité totale, même s'ils ont le titre de leur terre. Après, il y a beaucoup de situations qui sont l'un des deux, ça veut dire, c'est là où j'ai dit, souvent il y a des gens qui ont des bonnes maisons, mais avec aucune urbanisation. Donc on les considère précaires parce qu'ils ont des bonnes maisons, mais ils n'ont pas d'assainissement, il y a les égouts qui passent à côté, etc. Mais il faut faire de l'urbanisation sans forcément améliorer le bâti, parce qu'il est pas mal. Et il y a des situations où il y a une certaine urbanisation, mais le bâti est très mauvais. Voilà. Donc on nage un peu dans toutes ces définitions. C'est sûr qu'elles sont très, très imprécises, en fait.